On rentre dans une communauté religieuse, c'est une expérience avant tout. C'est une ambiance de recueillement, c'est calme, c'est la sérénité. Les sœurs, c'est des gens qui ont vécu des affaires, puis sont quand même rendus assez âgés, puis ils sont capables de nous apporter beaucoup comme être, comme personne. La communauté des Sœurs du Bon Conseil, c'est une communauté de sœurs enseignantes qui sont allées enseigner dans tout le diocèse de Chicoutimi, puis sont allées aussi en Afrique et au Chili. Ça a été fondé en 1894 par Monseigneur Michel Thomas-Labrec. Ça faisait pas longtemps que le diocèse avait été créé. La population, c'était des paroisses un peu isolées. Puis les gens manquaient d'institutrices dans les paroisses. Donc de là est né le besoin d'avoir des institutrices, des religieuses qui iraient dans les paroisses pour enseigner aux jeunes. Donc Monseigneur a vraiment vu ce besoin-là. Il avait fait des demandes à l'extérieur, mais finalement, il n'y a aucune communauté religieuse qui a pu s'en venir ici. Donc, il a décidé de fonder sa communauté religieuse, soit les Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. Puis, pour s'appuyer dans la fondation de cette communauté-là, il va demander à une femme, Françoise Simard. En fait, c'est une femme qui a fait 2 essais de vie religieuse avant d'être la fondatrice ici. Elle a essayé une fois chez les Sœurs du Bon-Pasteur, puis une deuxième fois chez les Sœurs Grises à Montréal. Puis les 2 fois, ça n'a pas fonctionné parce que c'était une femme qui avait une santé quand même assez fragile. On dit qu'elle faisait des hémorragies pulmonaires. Donc les 2 fois, elle a dû revenir. Puis là, elle a demandé au Seigneur, bien, elle a dit, si tu veux vraiment religieuse, bien, tu vas venir me chercher. Donc, elle est revenue ici en région. Elle a travaillé après avec un curé, le curé Pierre-Hubert Baudet. Elle a travaillé avec lui plusieurs années, puis elle a même suivi dans Charlevoix. Puis par la suite, lui va décéder et elle va revenir ici en région. Elle va revenir à Sainte-Anne-de-Chicoutimi, où est-ce que ses parents avaient déménagé. Puis là, elle va enseigner un peu. C'est là qu'on va lui faire la demande de devenir la fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. Quand Monseigneur va lui demander « Est-ce que tu voudrais être la fondatrice de la communauté qu'on veut créer? » Elle va commencer par refuser. Elle se disait, elle nous sentait trop fragile avec ses expériences. Il va lui demander de faire une neuvaine à Saint-François de Sales, puis de revenir lui dire sa réponse. Fait que finalement, la fondatrice va partir avec une relique de Saint-François de Sales. Elle va faire sa prière, puis elle va réfléchir pendant plusieurs jours, puis finalement, elle va accepter le mandat que Monseigneur lui donnait. Elle va demander au bon Dieu de faire autant d'années que ce qu'elle était rendue. Elle avait 43 ans, ce qui était quand même assez âgé pour rentrer en communauté. Elle va se rendre jusqu'à l'âge de 86 ans. Déjà vers la fin du 19e siècle, les sœurs vont être demandées pour aller vers la Côte-Nord. Les premières demandes vont venir de là, Natashquan, Macpaï, Sept-Îles, Tadoussac. C'est vraiment pour enseigner aux jeunes. Par la suite, ils vont aller plus vers le lac Saint-Jean. Donc les sœurs vont aller dans quasiment toutes les paroisses du lac Saint-Jean. La seule place où est-ce que les Sœurs du Bon Conseil n'ont pas vraiment enseigné, c'est à Chicoutimi, parce que c'était les Sœurs du Bon Pasteur qui s'occupaient de l'enseignement ici. Dans les belles années, les Sœurs du Bon Conseil étaient à peu près de 300 à 400 prophètes, en plus des novices et des postulantes, en plus des jeunes filles qui étaient ici pour les normaliennes, qui étaient à l'école normale, puis les jeunes filles de l'Institut familial. Donc ça faisait quand même un bâtiment assez occupé, là, avec beaucoup de femmes. C'est un appel particulier, tu sais, c'est quelque chose qu'on ressent en dedans de soi. Quand on est jeune, on essaie de trouver comment est-ce que je vais passer toute ma vie. Bon, je voulais faire la classe, c'est sûr que j'aurais pu être mariée, célibataire dans le monde et tout ça, mais le côté professionnel, on le choisit d'abord,
Puis le côté vocationnel, comment je veux vivre ça tout le temps de ma vie, bien, ça vient après. Puis c'est là qu'à un moment donné, bien, j'ai choisi, j'ai dit oui, ça m'intéresse de vivre ce mode de vie-là. J'ai commencé ici au Québec, j'ai enseigné pendant 3 ans, ici dans la région, Lac-Saint-Jean, primaire. Et puis, je suis partie pour l'Afrique. Les Sœurs du Bon Conseil vont commencer à aller en Afrique à partir de 1937. Donc, plus précisément, le premier pays où est-ce que les Sœurs vont aller, c'est l'Ouganda. C'était vraiment pour répondre à un appel de l'évêque de là-bas qui voulait avoir de l'aide pour éduquer les filles surtout. Parce qu'on fait beaucoup de promotion de la femme. Parce que quand on arrive là-bas en Afrique, la femme est encore très esclave. Et puis, alors nous, à travers l'enseignement, à travers l'éducation qu'on fait, bien, on essaie de donner, disons, des priorités, de favoriser, de leur donner une place vraiment qui devient de plus en plus importante dans leur société à eux. Ça, c'est les premières qui sont parties, alors elles avaient le costume du temps, mais là-bas, elles étaient en blanc. En blanc à cause de la chaleur, parce qu'il fait tellement chaud. Et c'est dépaysant dans le sens que c'est tellement, tout est nouveau, tout est neuf, tout est pas comme nous ici. Et puis, on le réalise davantage quand on revient au pays ici. On se dit, mon Dieu, qu'on est gâtés ici, on n'a pas le temps de penser à toutes ces choses-là. Parce que c'est dans le quotidien, puis c'est normal, ça devient normal. C'est très apprécié, le travail. Puis il y a eu des jeunes filles qui se sont présentées pour devenir à leur tour aussi des religieuses, des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. Autour de 1943 à peu près, ils vont commencer à former des novices, à devenir des Sœurs du Bon Conseil. Donc là, il y avait des maîtresses de formation qui étaient là. Puis là, c'est tranquillement la communauté des Sœurs du Bon Conseil va naître là-bas. Puis en 1957, soit 20 ans après que les Sœurs soient arrivées en Ouganda, il va y avoir une communauté autonome des Sœurs du Bon Conseil qui va être créée là-bas. Ce qui est quand même assez particulier. Souvent, les communautés restent attachées, mais là, ils vont vraiment être autonomes. À partir de 1957, ils sont autonomes. Il y a plus de 300 professes encore aujourd'hui. C'est vraiment une communauté. Eux autres, c'est les belles années. C'est florissant. Les Sœurs vont aller par la suite au Rwanda aussi. Puis là, il va vraiment avoir aussi une communauté qui va être créée. Puis les Sœurs vont aller aussi en Tanzanie, au Zaïre, au Sénégal. Donc, ils ont vraiment fait plusieurs pays là, en Afrique. On est chanceuse quand même d'avoir eu cette opportunité d'aller à l'étranger, puis ça nous donne une ouverture là, particulière. Mon nom, c'est Hélène Gérard. Je suis animatrice conservatrice au Centre historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. Dans le cadre du projet de patrimoine immatériel, j'ai assuré le lien entre la chaire de recherche en patrimoine ethnologique de l'Université Laval puis la communauté des Sœurs du Bon Conseil. C'est un projet à l'échelle du Québec. C'est vraiment la chaire de recherche qui se rend dans les communautés religieuses du Québec pour documenter les us, les coutumes, les rites, les savoir-faire qui se sont transmis de génération en génération dans les communautés. Puis, ils essayent vraiment d'aller chercher ce qui est propre à chacune des communautés. Les ethnologues ne connaissaient pas nécessairement les Sœurs, fait que c'était plus nous autres qui partaient d'un sujet. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait voir, qui pourrait parler de ce sujet-là. Ce que ça donne comme produit, c'est un texte de 1 à 2 pages par pratique ou savoir ou coutume. Puis après ça, un clip d'environ 5 minutes. En tout, on a traité 11 sujets, puis il y a 16 religieuses qui ont été rencontrées. C'est moi qui ai rencontré chacune des porteuses de mémoire pour expliquer en quoi consistait le projet, quand est-ce qu'elles allaient être rencontrées, comment ça allait se passer. Quand on est arrivé pour la validation, c'était à moi à présenter le produit à la religieuse, à la porteuse de mémoire, de voir s'il y avait des modifications à faire. Des fois, pour les religieuses, c'était stressant parce qu'il faut passer devant la caméra, il faut s'assurer que l'ensemble des personnes se reconnaissent dans le propos qu'on a. C'était un peu stressant pour les religieuses, c'était des rassurer là-dedans. On a présenté à l'ensemble de la communauté les vidéos, puis les Sœurs ont trouvé que ça leur ressemblait. Le centre historique, c'est les objets, c'est la collection, mais c'est pas juste ça, le patrimoine des Sœurs du Bon Conseil. Puis ce projet-là, il permet d'aller plus loin. Dans 40 ou 50 ans, oui, on va avoir ces objets-là qui vont nous représenter c'était quoi la communauté. Mais avec le patrimoine immatériel, on va
dans l'intangible, on va dans quelque chose qui est beaucoup plus, qui est difficile à exprimer seulement avec des objets. Tu sais, des rites, des coutumes, des savoir-faire que les sœurs se sont transmises de génération en génération. Les porteuses en mémoire, ils rendent compte vraiment d'une réalité que dans 50, 60 ans, là, ça va être merveilleux d'écouter ça. Ça va vraiment bien rendre compte de l'histoire de la communauté. En 1994, ils ont fêté le centenaire. De là est venue l'idée d'un centre qui pourrait être organisé pour faire connaître l'histoire des Sœurs du Bon Conseil. C'est important pour la région de faire connaître cette histoire-là parce que les Sœurs ont donné énormément pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'héritage qui est laissé, c'est toute l'éducation qu'on a donnée à toutes ces générations depuis plus de 100 ans maintenant. Les valeurs que les jeunes ont retenues, qu'ils ont pu mettre en pratique dans leur vie, en élevant leur famille, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que si tu regardes dans la société, de grands hommes qui sont à la tête des États ou des pays ou des provinces, beaucoup parmi eux sont passés dans nos écoles. Aujourd'hui encore, les sœurs sont impliquées dans certaines paroisses autour du Lac-Saint-Jean, continuent à donner, c'est plus de l'ordre de l'enseignement, mais continuent à travailler plus selon les besoins des paroisses, des paroissiens. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est beaucoup le choix de vie. Dans le fond, souvent les sœurs ont eu un appel, l'appel de Dieu, c'est un choix quand même assez sérieux. C'est quelque chose qui se passe en dedans. Ouais, comme quand tu décides de ta profession, puis après ça, tu décides de ta vocation. Qu'est-ce que je veux vivre ma profession tout le temps de ma vie? C'est ça mon chemin de vie. On sait que notre mode de vie à nous, qu'on a assumé, qu'on a voulu, puis qu'on a vécu bien, le mieux possible tout le temps de notre vie, ben, c'est pratiquement fini, ça. Non, une jeune fille ne viendra pas nous rejoindre dans ce qu'on vit, nous autres, parce qu'on était d'un autre temps, là, les années 50, 60, etc. Mais il va certainement se découvrir quelque chose. Les jeunes filles vont trouver une façon de vivre cet engagement-là aussi. Il y en a qui vont certainement découvrir qu'elles ont ce désir-là dans leur cœur. Les jeunes vont se trouver un chemin de vie, une façon de vivre ces engagements-là, puis ils vont le faire. L'important, c'est que chaque personne découvre en dedans de soi, c'est quoi mon appel à moi? C'est quoi que je veux faire de toute ma vie, là? Veux-tu la vivre avec un partenaire, un conjoint, un homme, un mari? Ou bien si je veux la vivre, donner ma vie pour les autres. C'est ça, dans le fond, la vie religieuse, c'est donner la vie pour les autres. Parce que moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des milliers d'enfants.